Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide. De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Aujourd'hui, nous parlerons donc origine et orientation sexuelle puisque notre sujet est le suivant, métis et pansexuel entre convictions intimes et pression sociale. Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour, Marouani. Bonjour Marouani. Bonjour Capucine. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Avant toute chose, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. Il s'agit d'un épisode un peu particulier puisqu'il va aborder deux thématiques distinctes, soit à la fois tes origines, puis ton orientation sexuelle. Nous allons donc évoquer ton identité, ce qui t'a construit en tant que femme, ainsi que les personnes envers qui tu es attirée, puisque la pansexualité reste très méconnue dans notre société. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors Marouani, peux-tu nous parler un petit peu de toi ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Marouani, j'ai 21 ans et je suis étudiante à la fac à Nantes. Qu'est-ce que c'est tes passions ? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? J'ai commencé le piano l'année dernière, Ouais. Je dirais le piano. D'accord. Parce que c'est quand même quelque chose qui a pris une grosse place dans ma vie là en un an. Mes passions autres, voir mes amis. Ouais. Et t'étudies dans quoi du coup ? Je suis en double licence lettres et langues. D'accord. Alors, donc, nous allons commencer cet épisode en parlant de tes origines. Donc déjà, tu as un très joli prénom qui n'est pas courant. D'où vient-il ? Alors Marouani, ça vient du prénom Marouane, donc qui est un prénom issu de l'islam. Et Marouane, en fait, c'est un prénom masculin. Et comme j'étais une fille, enfin aussi une fille, ma mère a voulu le féminiser, donc elle a rajouté un Y à la fin pour que ça fasse Marouani. D'accord. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes origines ? Alors, je suis métisse sénégalaise laotienne. Donc, mon père était sénégalais et ma mère est laotienne. D'accord. C'est pas du tout commun comme métissage. Donc, voilà, j'ai un métissage donc asiatique et africain, donc, qui est assez particulier. Et c'est ce qui fait toute la richesse de mes trois cultures, du coup. Bah oui, c'est ça. Et du coup, donc ta maman est originaire du Laos, du coup. Comment est-ce qu'elle et sa famille sont arrivées en France ? Alors, ma mère est arrivée pendant la guerre du Vietnam. D'accord. Parce que du coup, donc ma famille est laotienne et le Laos a été envahi par les Vietnamiens en fait pendant la guerre du Vietnam. Et donc ils ont dû aller se réfugier en Thaïlande, donc dans des camps de réfugiés, etc. pour fuir la guerre. Et la France a fait un appel en appelant justement tous les réfugiés de guerre à venir justement se réfugier en France. Et donc ma mère est arrivée à 1 an en France avec mes grands-parents. D'accord. Et ça s'est passé comment pour elle, cette arrivée en France ? Enfin, elle était toute petite, elle doit pas trop avoir de souvenirs de son pays natal. C'était hyper particulier parce que du coup ma mère est née dans un camp de réfugiés. D'accord. Donc c'est les camps bleus de l'ONU qu'on voit à la télé quoi. Et ce qui était très marrant, c'est que mes grands-parents sont arrivés en hiver en France, parce que ils connaissaient pas l'hiver. Oui, c'est sûr, ça fait un choc. Et quand ils sont sortis de l'avion, il neigeait. Et mes grands-parents m'ont toujours parlé de ça en disant que c'était la première fois de notre vie qu'on voyait la neige, on connaissait même pas la neige, on savait pas ce que c'était. On arrive dans un pays qu'on connaît pas, avec un temps qui a rien à voir avec celui avec lequel on a grandi, et ça les a vraiment beaucoup marqués, et c'est un peu l'image plus de mes grands-parents du coup que de ma mère, mais c'est vraiment l'image qui reste chez nous, la neige.
Et par exemple, comment ça s'est passé pour tes grands-parents? Ils devaient pas parler du tout français, je suppose? Alors si, parce que mon grand-père a fait une grande école au Laos, D'accord. où il a appris le français. Donc mon grand-père parlait déjà très bien français, Ah oui, quasiment ça couramment aide français. à Ouais. s'intégrer. Ça a aidé vachement, enfin ça a vachement aidé. Et ma grand-mère a parlé un tout petit peu le français. Elle l'a aussi un petit peu appris à l'école, mais pas autant que mon grand-père qui vraiment avait des cours en français en fait. Ouais. Donc, mais elle le parlait quand même vachement bien. Enfin, elle savait quand même se débrouiller et avoir les notions de base. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas eu trop de mal à s'intégrer dans notre pays. Comment est-ce que ça s'est passé pour eux? Alors, il y a plein d'associations qui aident justement les réfugiés, même encore aujourd'hui, les réfugiés à venir s'installer en France et à s'intégrer dans la société, etc., à apprendre la culture et enfin, tout ça. Et donc là, à ce moment-là, ces associations-là existaient déjà, Ouais. et donc ils ont vachement... ils ont eu aucun souci à s'intégrer, à avoir un appartement, Oui. ensuite acheter une maison, Ouais, avoir un tout s'est bien travail, passé. tout s'est bien passé. Ouais. D'accord. Et pour ce qui est de ton père, du coup, sénégalais, comment est-ce que ça s'est passé lui? Est-ce qu'il est venu en France? C'est quoi son histoire de son côté? Alors, je pense déjà un truc à préciser avant, c'est que mon père est mort avant ma naissance. Je l'ai pas connu. D'accord. Mais donc du coup c'est pour ça que je parle de lui au passé, Oui. ce sera plus simple d'expliquer ça maintenant. Oui, autant prévenir. C'est ça. Donc mon père est arrivé en France juste après le bac, je crois. Quelque chose du genre. Oui, c'est ça, enfin, dans l'adolescence. Ouais. Parce qu'il avait une maladie et elle était soignée en France. Enfin, elle pouvait être soignée en France. D'accord. Et mon grand-père travaillait au consulat en fait sénégalais. Donc du coup, il a eu la chance de pouvoir emmener ses fils, dont mon père du coup, se faire soigner en France. Ah oui, d'accord. Et donc voilà, donc ils sont arrivés en France. Enfin, il est arrivé en France comme ça, et ça lui a permis aussi comme ça de venir faire ses études ici et de continuer ses études après en France. Ouais. Et du coup, c'était là qu'il avait rencontré ta mère. Ils se sont rencontrés du coup en France. D'accord. Ils se sont rencontrés à Paris. D'accord. Et comment est-ce que tu vis, toi, le fait d'avoir du coup deux origines distinctes et de vivre en plus dans un autre pays différent de tes origines? Du coup, toute ton existence doit graviter autour de ces trois cultures. À quel point est-ce que ça t'affecte, toi? C'est assez particulier. Bah, déjà, dans l'enfance, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop où se placer. On se reconnaît pas forcément dans les personnes qui sont autour de nous. Ouais. Moi personnellement, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi dans une grosse mixité sociale, mais j'avais aucun enfant qui avait deux parents de couleurs différentes. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui n'existait pas en fait. J'étais la seule à avoir une maman blanche, asiatique, et un papa noir. Voilà. Donc c'était assez particulier. Et surtout qu'en plus de ça, donc j'avais ma culture à la maison, donc qui était le mélange des deux cultures de mes parents. Et en plus de ça, à l'école, j'avais une autre culture qui est la culture française, et qui était quand même un peu éloignée de ce que j'avais à la maison, même si mes parents aussi ont la culture française en eux. C'est vrai que c'était un peu spécial. J'avais pas forcément les mêmes réflexions, les mêmes habitudes à l'école qu'à la maison, et c'était un peu difficile de switcher un peu tout ça. Ouais, je vois. Début, ouais. Et du coup, par exemple, tu parles d'habitudes différentes, tout ça. Qu'est-ce qui était différent chez toi? Est-ce qu'il y avait justement des petites habitudes particulières, des mots peut-être que tu utilisais? Comment ça se manifestait ces autres cultures? Bah, c'est vachement ça, c'est surtout les mots en fait. Le langage, c'est vraiment l'idée que en fait, quand j'étais petite, je parlais laotien. Enfin, j'ai appris le laotien en tant que ma langue natale, en même temps que le français. Mais j'ai vraiment plus approfondi mon français en allant à l'école. Quand j'étais petite, je parlais quasiment que laotien, et quand je suis arrivée à l'école au début, je comprenais pas que les gens n'utilisaient pas le mot laotien dans leurs phrases en fait. Il y a des mots en laotien que j'ai appris en français que beaucoup plus tard. Enfin, il y a vraiment des mots de la vie quotidienne que j'utilise tous les jours en laotien et que j'utilise jamais en français. Et du coup, c'était plus là en fait la différence, c'est que je comprenais pas pourquoi les autres enfants ils parlaient pas laotien comme moi, ou ils me comprenaient pas quand je disais certaines phrases ou certains mots. Et c'était marrant parce que j'ai grandi du coup dans une grosse mixité sociale où eux du coup avaient d'autres langues
d'autres premières langues qui n'étaient pas le laotien du coup, Oui. mais pas le français non plus. Et donc on se mélangeait tous nos mots et nos manières de parler et nos expressions, et c'était juste super marrant. Ouais. Et du coup, tu parlais le laotien, est-ce que tu le parles encore maintenant ou pas? Je le parle encore, mais je le comprends plus que je le parle. Je le parle toujours un petit peu parce que mon arrière-grand-mère est en France et est toujours en vie, et donc du coup avec elle on parle que laotien parce qu'elle parle que laotien. D'accord. Donc je le parle, mais vraiment de manière très familière. Oui. Enfin, avec mes grands-parents, avec mon arrière-grand-mère, mais je ne saurais pas faire une dissertation ou faire un oral en laotien. C'est juste du parler quotidien. C'est ça. Bon, si t'allais dans le pays, tu saurais te débrouiller sûrement. Ouais. Et au Sénégal, je sais pas quelle langue on parle. Il y a plusieurs langues au Sénégal, mais la langue que mon papa parlait, c'est le Wolof. D'accord. Et là, je sais pas du tout. Je ne parle pas du tout. Vraiment, le Wolof n'a pas du tout fait partie de ma vie. Oui, parce que du coup, c'était vraiment ta maman avec toute sa famille en plus qui était là, qui t'ont fait baigner dans le laotien. Et est-ce que tu as découvert les pays dont tu es originaire, le Laos et le Sénégal? Est-ce que tu les as visités? Non, pas encore. Non. C'est important pour toi de le faire? Ouais. C'est vraiment super important. J'ai eu l'occasion plein de fois d'aller au Sénégal, mais j'ai jamais saisi l'opportunité, tout simplement parce que je me sentais pas prête encore d'y aller, de rencontrer toute ma famille biologique, etc. Mais oui, c'est hyper important pour moi d'aller au Laos, d'aller au Sénégal, et c'est un voyage de famille qu'on prévoit là d'aller au Laos, du coup tous ensemble, mais avec le Covid, etc. On se calme un petit peu sur l'idée, et je pense qu'on va bien y réfléchir et bien organiser ça, si possible, très très vite. Ouais, je vois. Et pourquoi est-ce que, pour toi ça doit te sembler évident parce que c'est tes origines, tout ça, pour des personnes qui sont nées en France, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi est-ce que c'est si important de découvrir les pays au final où tu n'as jamais vécu, mais qui font partie de toi quand même? Pourquoi est-ce que ça compte pour toi de les découvrir? C'est vrai que c'est une question qui me paraît évidente, mais c'est vrai qu'y répondre du coup c'est pas si facile que ça. C'est un peu, ça fait partie de mes origines en fait, ça fait partie de moi, c'est vraiment une des grosses parties de mon identité, et je ne me vois pas. En fait, c'est vraiment un moyen pour moi d'être aussi baignée dans ma culture, en fait, dans une culture dans laquelle j'ai grandi, où j'ai évolué, mais j'ai jamais vu d'autres gens autour de moi vivre dans cette même culture. Parce que par exemple, là, quand je suis en France et que justement, je me balade dans la rue, etc., les gens ont les mêmes habitudes que moi, les gens ont la même fonction, on vit tous de la même manière, on prend les transports, je sais pas, les magasins, on a tous le même, on utilise tous l'euro, et alors que là, dans ces autres pays-là, c'est complètement différent. C'est une vie complètement différente qui, du coup, à laquelle je m'identifie, vu que j'ai grandi aussi avec une partie de leur culture, la nourriture, la langue, et tout ça, mais je le vois pas, en fait, je le vois pas autour de moi, et j'ai besoin aussi d'y aller pour être au milieu de ces gens-là et me dire, ah oui, ici c'est aussi chez moi, et ces gens-là, j'ai plein de choses en commun avec eux, et je connais pas tout ça en fait. Ouais. Et tes grands-parents, ils sont jamais retournés au Laos depuis qu'ils sont arrivés ici? Si, mes grands-parents ils sont retournés une seule fois. Il leur a fallu beaucoup de temps aussi pour y aller. Quand on fuit la guerre, c'est pas forcément facile de revenir. Mais oui, ils sont retournés, et ça a été un gros choc émotionnel pour eux. Je me rappelle de mon grand-père qui me racontait qu'il a été dans la rue où il y avait son école. Et il en a pleuré parce qu'il se disait, mais moi je faisais ce chemin-là tous les jours quand j'étais petit et tout, et là, revoir ça quelques années plus tard, c'est fou quoi. Ouais. Et ils regrettent le Laos, ou ils sont contents de leur immigration ici? Je pense qu'ils regrettent pas non plus, parce qu'ils ont vraiment construit toute leur vie ici, tout est ici, toute ma famille est ici quasiment. Mais je pense qu'ils auraient aimé savoir aussi comment ça serait passé la vie là-bas, comment ils auraient grandi là-bas s'ils étaient restés en fait. Mais
c'était un contexte où ils pouvaient pas rester. Bah oui, c'est ça aussi, peut-être que c'est lié à un traumatisme aussi, ça doit être un peu ambivalent. Un traumatisme de se dire, mais en fait, on peut pas s'imaginer parce que enfin, tout était détruit et ça n'existait plus, quoi. Tout a été reconstruit après, donc ouais. Ouais. Et du coup, oui, t'as ta famille biologique du côté paternel qui est toujours au Sénégal. Et tu les vois, enfin ils sont déjà venus en France te voir ou pas du tout? J'ai une petite partie en France Ouais. que j'ai déjà vue et que je vois quand même là dernièrement assez régulièrement, enfin j'essaye. Sinon oui, tout le reste de ma famille est au Sénégal. Grâce aux réseaux sociaux, on arrive à se parler, à échanger, à discuter. Mais c'est pas pareil qu'un contexte physique, oui, bien sûr. Mais oui, j'ai quand même une grosse partie de ma famille au Sénégal et du coup, ça doit faire vraiment des différences culturelles au sein même de la famille. Toi, enfin, encore toute ta famille laotienne qui est en France, bon voilà, ils ont les mêmes habitudes que toi. Mais par exemple, ta famille sénégalaise, ils doivent pas avoir les mêmes habitudes. Ça doit être enrichissant aussi de se dire que tu pourrais découvrir tout ça, voir comment ils vivent. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ont ton âge à peu près dans ta famille. Si, j'ai des cousins qui ont mon âge, ils ont Instagram et tout ça. Ouais. Et donc, quand on voit les photos, qu'on s'échange, qu'on discute, etc., on se rend compte qu'on n'a pas du tout le même quotidien. Enfin, c'est super marrant. Même rien que de les voir faire à manger. Quand je les ai en visio par exemple, ils font à manger, c'est vrai que on n'a pas du tout la même manière de faire à manger vu qu'on n'a pas les mêmes ingrédients. Oui, déjà, oui. Donc du coup, rien que ça, c'est hyper marrant et ouais, j'aimerais vraiment y aller. Et selon toi, c'est quoi les points positifs du métissage? L'idée que j'ai grandi avec quand même une assez grosse ouverture d'esprit. Parce que faut avoir une certaine tolérance en fait et une certaine ouverture d'esprit pour grandir, mélanger entre toutes ces cultures et justement tout le temps être capable de s'intégrer en fait et de se sentir à sa place quelque part où on va pas forcément se sentir à sa place dans un premier temps. Ouais, c'est vrai que l'ouverture d'esprit. Ouais, c'est vraiment le principal. C'est vraiment le truc principal, c'est vraiment ça. Et du coup, est-ce que tu vois des points négatifs, toi, au métissage? Moi, je sais que le point négatif premier, c'est le racisme. Hein. J'ai clairement j'ai subi du racisme dès toute petite, avec deux parents de couleurs différentes et moi d'une autre couleur que mes deux parents. Ça a été très compliqué. Ouais, d'accord. On en reparlera un petit peu après du racisme. Et je voulais juste savoir au niveau des religions, est-ce que tu as un enseignement particulier qui t'a été fourni? Parce que je n'y connais pas du tout quelle religion est pratiquée au Laos, quelle religion est pratiquée au Sénégal. Donc qu'est-ce qu'on t'a inculqué toi quand tu étais petite? Alors, encore une autre petite précision, c'est que du coup j'ai un beau-père, que je considère comme mon père, hein, qui est de Côte d'Ivoire. Donc du coup j'ai grandi aussi avec. Ah oui, encore une autre culture. Et mais du coup, en fait mon beau-père, on va dire beau-père, ce sera plus simple. Oui. Mon beau-père est chrétien. D'accord. Ma mère est athée. Bien qu'elle ait grandi dans une famille laotienne, donc bouddhiste. Et mon père biologique et la famille de mon père biologique sont musulmans. D'accord. Donc j'ai vraiment grandi dans un mélange de toutes les religions. En plus de ça, dans mon côté laotien, j'ai une partie de mes cousins qui sont musulmans. Donc du coup j'ai vraiment grandi dans un mélange de tout ça, mais avec une mère athée. Et donc ma mère m'a juste dit écoute, je ne veux rien t'imposer, je n'ai pas été baptisée, etc. Elle ne voulait rien m'imposer, elle m'a juste inscrite à la culture religieuse quand j'avais 10-11 ans, je pense, pour que je découvre toutes les religions. Et elle m'a dit c'est à toi de choisir ce que tu veux. Elle m'a dit maintenant je ne peux rien t'imposer parce que sinon ce serait favoriser quelqu'un ou quelqu'un d'autre de la famille et elle veut pas ça. Et donc du coup j'ai eu le choix de choisir. Et d'accord, et du coup tu as pu t'as pu connaître des religions, t'as vu comment est-ce qu'elles étaient pratiquées autour de toi ou c'était plus tu as vraiment été élevé dans un milieu athée ou est-ce que les gens autour de toi tu les voyais pratiquer leur religion? Je les voyais pratiquer. J'ai vraiment grandi avec un mix de religions à la maison.
Je les ai vus pratiquer, oui, j'ai vu les religions tout autour de moi, non, j'ai pas du tout grandi dans un milieu athée. C'est vraiment ma mère qui est la seule athée de la famille, mais tout le reste est croyant, et donc non, j'ai vraiment grandi dans un mélange de religions, mais présent au quotidien, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça c'est pareil, ça favorise l'ouverture d'esprit parce que du coup tu connais les religions, tu les vois directement à travers les gens qui les pratiquent, donc c'est super intéressant. Alors du coup, on revient un peu au racisme. Donc en tant que métisse, tu as vécu du racisme. Est-ce que tu penses qu'il s'attaquait plutôt à tes origines asiatiques, africaines, ou bien le fait que tu en sois justement le mélange? Le plus gros racisme que j'ai... c'est un peu bizarre comme phrase, mais le racisme que j'ai subi le plus, c'est sur mon côté africain. Parce que c'est ce qui se voit en premier. Parce que j'ai la peau mate. Et que les gens ne pensent même pas que ce soit possible que j'ai une partie asiatique. À part si j'en parle, il n'y a aucun moyen de savoir que je suis asiatique, à part si on regarde bien mes traits de visage, etc. Mais sinon, non, Et c'est vrai que penser qu'une personne métisse est asiatique, c'est pas du tout courant. Donc du coup, non, je subis vraiment du racisme par rapport à mon côté africain. Et oui, et je pense que c'est parce que c'est le premier truc qui se voit, et donc c'est entre guillemets plus facile de s'attaquer à ça, quoi. Et qu'est-ce que tu as vécu comme exemple d'événements racistes? Déjà, tu dis que quand tu étais petite, ça t'arrivait déjà. Qu'est-ce que tu as vécu comme forme de racisme? Mon premier souvenir du racisme, c'était en maternelle. Donc, je ne saurais pas redire quelle classe, mais en maternelle. Donc mes parents venaient me chercher à l'école, et mes parents travaillaient beaucoup, donc c'était souvent un des deux. Enfin, on ne voyait jamais mes parents ensemble. Et je me rappelle très bien d'être à la cantine à midi et avoir quelqu'un qui était à côté de moi qui me dit mais de toute façon, ta mère, c'est pas ta mère. Je dis mais pourquoi ma maman, c'est ma maman, c'est tout. Bah non, c'est pas possible, ta maman elle est blanche, ça peut pas être ta maman. Et en plus, j'en ai parlé à mes parents et ils m'ont dit que non, c'est pas possible, ça peut pas être ta maman, c'est la nounou, c'est une babysitter, mais ça peut pas être ta maman. Et j'ai dit, mais c'est ma maman, en fait, c'est tout. Et moi, je me posais même pas la question. À ce moment-là, me demander si c'était ma mère ou pas, c'était pas du tout une question que je me posais. Et en plus, ça, je me rendais pas encore compte de la couleur des gens. Et c'est là où vraiment je me suis dit, en fait, il y a des gens qui regardent par rapport à la couleur de peau, quelque chose que j'avais jamais remarqué avant, et ça a un impact sur ce qu'on va penser de mes parents et ce qu'on va penser de moi. Et ça a été un de mes gros chocs enfants de me dire, ah oui, en fait, il y a des gens qui peuvent penser que ma mère, c'est pas ma mère. Mais en fait, c'est pas votre problème. Oui, déjà, oui. Et ensuite, c'était hyper violent pour une enfant d'entendre des gens dire mais c'est pas ta maman. Oui, puis de devoir te justifier en fait. Oui, me justifier, c'est ma maman, bah pourquoi? Bah si. Pourquoi? J'en sais rien. Ouais, je vois. Et après, en grandissant, est-ce que t'as vécu d'autres formes de racisme? Oui. Est-ce que t'as des exemples? Par exemple, un de mes gros souvenirs aussi, c'était dans les transports. Donc c'était à Nantes. Dans le tramway, une dame qui vient me voir et qui me dit levez-vous, je prends votre place. Et je fais pardon. Enfin, le tramway était quasiment vide. Il y avait je ne sais pas combien de places disponibles, pourquoi la mienne, quoi. Et elle vient me voir et elle me dit levez-vous, je prends votre place. Et je dis mais non, je prends ta place. Oui, non, je prends ta place. Ouais, non, il n'y avait pas. Je rajoute trop de politesse dans ce qu'elle a dit. C'est je prends ta place. Et je réponds bah pourquoi? Et elle me dit parce que les noirs doivent rester debout. Oh là là. Là, je l'ai regardée, j'ai fait bah alors là, en fait, madame, parce que je reste polie moi quand même. Alors là, madame, vous allez vous asseoir ailleurs parce que c'est hors de question que je me lève, je ne laisserai pas ma place. Et j'étais avec une amie à ce moment-là qui était juste choquée, qui n'a même pas réussi à répondre parce qu'elle s'entendait tellement pas à ça. Oui, bah on s'attend plus trop à ce genre de réaction-là. Enfin, je sais pas, on n'est plus à la ségrégation américaine. C'est ça, et elle était là, non, tu te lèves, je prends ta place. Et je dis, mais non, non, je me lèverai pas. Et je me rappelle,
me commençait un peu à crier, en fait, à vraiment à être choquée de ce qu'elle racontait et dire mais non, 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 je me lèverai pas, c'est hors de question, il reste plein de places dans le tramway, il y a d'autres places. Et voir d'autres adultes après derrière arriver et dire à la dame, madame, allez plus loin. Enfin, j'étais jeune à ce moment-là, j'avais 14 ans, donc je pense que d'autres adultes sont arrivés derrière parce qu'ils se sont rendus compte que j'étais vraiment jeune et que il fallait intervenir en fait. Enfin, c'est pas souvent que ça arrive, mais ça arrive parfois que les gens interviennent. Il faudrait que plus de gens interviennent d'ailleurs. Mais oui, je me rappelle très bien, un monsieur est arrivé, il lui a dit non madame, vous allez plus loin et aller plus loin quoi, il reste de place dans le tramway, aller plus loin. Ouais, et toi, tu t'étais sentie comment à ce moment-là? Qu'est-ce que ça t'avait fait de te voir réduite comme ça Je me rappelle d'être vraiment enragée. Enfin, vraiment d'avoir une colère mais énorme en moi, de me dire en plus, c'était pas, comment dire, genre j'étais assise tranquillement dans mon coin et la personne est venue m'attaquer gratuitement. Sans raison, c'est pas que, je faisais vraiment rien et sans honte, sans rien, ce qu'elle disait, de monter dans un tramway et de venir attaquer une personne par rapport à sa couleur de peau. Je me suis dit mais c'est pas possible, je comprenais pas, j'étais vraiment dans une incompréhension totale parce que vraiment à ce moment-là j'avais 14 ans, j'étais juste assise dans le tramway et je m'attendais absolument pas à ça quoi. Ouais, je vois. Et en ce moment, on entend beaucoup parler de violences policières contre les personnes racisées, donc c'est positif parce que les langues se délient. Nous avons eu le triste exemple de George Floyd aux États-Unis, la polémique autour de Camélia Jordana en France. En tant que personne racisée, quel regard tu portes, toi, sur ces actualités? Est-ce que tu penses qu'une personne métisse ou noire est plus exposée qu'une personne blanche aux violences policières? Oui, tout à fait. Oui, c'est sans appel, oui. Les violences policières existent, il faut qu'elles soient reconnues, clairement. Et oui, les personnes de couleur, et notamment les personnes noires, on est beaucoup plus sujettes aux violences policières que d'autres personnes. Par exemple, je vais donner un exemple concret, c'est tout simplement mon petit frère. Donc mon petit frère, il a 12 ans. Mon petit frère, quand il sort de chez moi, donc j'habite dans un quartier à Nantes, quand il sort de chez moi, il s'est déjà fait fouiller avant d'aller à l'école pour être sûr qu'il avait rien sur lui. Mais en fait, mon petit frère, il a 12 ans, il est haut comme 3 pommes, il a un gros cartable, je pense que c'est clair qu'il va à l'école. En plus, il sort, il est quoi, 13h40, c'est l'heure de retourner à l'école, quoi. Et il se fait fouiller contre un mur pour être sûr qu'il a rien sur lui, mais qu'il est quoi sur lui, à part son téléphone et son cahier de correspondance, je vois pas ce qu'il a sur lui quoi. Donc j'invite vraiment les gens à vraiment s'informer sur le sujet et à se rendre compte que oui, il existe des violences policières et qu'il faut les reconnaître et qu'il faut faire changer les choses, il faut en parler, il faut aller manifester et oui, il faut au moins reconnaître le fait que oui, les violences policières existent et que le racisme existe et vraiment il n'est plus caché aujourd'hui dans la société. Le racisme fait vraiment partie de la société et on en parle et on n'a absolument pas honte d'avoir des propos racistes et d'en parler. On le voit très bien à la télé avec toutes les personnes qui ont des propos racistes et tout le monde trouve ça normal. Et oui. D'accord. Et en tant que femme métisse, est-ce que tu as le sentiment que le sexisme que tu peux vivre est aussi affecté par tes origines en plus de ton genre? Est-ce que tu penses que tu as des remarques en plus du fait que tu sois non seulement une femme, mais qu'en plus tu sois métisse? Oui, mais il y a toujours ce mythe-là de la femme exotique et tout ça. Où, par exemple, j'ai vécu un peu un truc comme ça cet été. C'est que je parlais avec un garçon et je lui dis que je bronzais, vraiment quelque chose de bébé. Et le gars me fait pourquoi tu bronzes, c'est noir. Et je lui dis mais alors déjà, c'est quoi le rapport? Et après il me fait ah ouais et tout, ce sera, c'est hyper stylé et tout, ça fait trop la belle métisse et tout, bronzée, cheveux bouclés et tout ça. En fait, pourquoi tu. J'ai pas compris, je me suis dit mais non, c'est juste trop bizarre.
Non. Ouais. Donc oui, t'as déjà été victime un peu de ces fantasmes Ouais, c'est coloniaux ça, de c'est blanc, exactement ça. à vouloir sortir avec une fille un petit peu typée parce qu'ils vont dire ah oui c'est exotique, c'est Ouais. voilà, exotique en plus c'est Exotique, super. oui. Ah oui, oui, mais en plus, ça me refait penser à un truc. Il y avait un garçon au collège qui était blond aux yeux bleus et qui m'avait dit non mais faut qu'on sorte ensemble parce que notre couple il sera vraiment trop trop beau, on aura des enfants métis qui sont super beaux et tout. Et je me suis dit mais waouh, attends, comment ça des enfants métis, enfin, c'est quoi cette idée, enfin, vraiment, oui c'est ça. C'est un peu un racisme internalisé qui se manifeste comme ça. Donc t'es féministe, évidemment, bien sûr. Est-ce que tu penses que ce féminisme peut est influencé par ton métissage? Mon féminisme au départ est aussi venu de l'idée que les femmes noires, dont les femmes noires autour de moi, euh, sont sont considérées comme vraiment des minorités. Ouais, donc, comme je dis, j'ai grandi dans un quartier du coup très mixte, etc. Et les mamans de mes copines parfois avaient ce qu'on appelait avant des sous-métiers, hein, mais qui ne sont pas des sous-métiers, un métier Oui. c'est un métier. Et elles nous racontaient du coup à la fin de la journée que elles étaient maltraitées parce que par exemple elles étaient femmes de ménage ou elles travaillaient par exemple à la caisse dans les supermarchés. Et et du coup, c'est vrai que c'est quand on est enfant et qu'on est une femme et qu'on nous dit oui, voilà, toi de toute façon, t'es noire, t'as grandi dans un quartier, t'es une femme, tu finiras femme de ménage ou caissière et tu pourras rien faire d'autre. Enfin, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de se lever et de dire bah non, 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 je peux faire ce que je veux et c'est comme ça. Et quand en plus de ça, on voit que c'est pas que lié au racisme, c'est toutes les femmes en fait qui subissent ces oppressions-là, de dire bah non, t'es une femme, tu feras pas tel métier, tu peux pas faire des grandes études, et ton mari, et tes enfants, et c'est vrai que c'est ce qui a nourri au début toutes mes idées de féminisme et de me dire bah oui, forcément, je suis féministe et il faut l'être en fait, il faut que les femmes le soient parce que il faut cette idée de sororité, qu'on est vraiment toutes des femmes, qu'on est toutes ensemble et que. Il faut se soutenir. Ouais, il faut se soutenir complètement. Et tu as un petit frère et une petite sœur. Comment est-ce que tu essaies de les éduquer et de les préparer au monde qui les entoure, aussi bien au niveau du sexisme ambiant du coup que du racisme très présent? Après, je sais pas si j'ai la bonne, la bonne méthode, mais je sais qu'avec mon frère, on parle beaucoup, beaucoup de l'actualité. J'essaye de lui faire découvrir au maximum tout ce qui se passe, toutes les injustices, etc. Parce que je pense qu'il est quand même assez grand pour avoir un esprit critique maintenant sur tout ça. Et par exemple, je l'emmène avec moi manifester. Bien qu'il soit jeune, je sais que. Enfin voilà, je l'emmène avec moi manifester et j'ai voulu aussi emmener ma petite sœur, mais mes parents m'ont un peu retenue en me disant. Elle a quel âge ta Elle a 6 ans, ah donc. Oui. On va peut-être attendre un peu. On va peut-être se calmer un petit peu. Ouais. Ok. Et comment est-ce que tu penses que les choses pourraient évoluer en France au niveau du racisme? Déjà, je pense que ça passe par une reconnaissance de l'État des violences policières. C'est quand même un des plus gros premiers combats. Et aussi, sévir toutes les personnes qui ont des propos racistes et qui sont encore libres de parler et de se balader et de vivre alors que. Qui ont même la parole à la télé, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment qu'il y ait une justice qui soit faite, quoi. Enfin, que vraiment on prenne en compte toutes nos revendications, qu'on nous écoute et que on nous dise pas oui, oui, on va faire quelque chose, mais vraiment qu'on ait des actes derrière, parce que c'est pas normal que le racisme soit aussi banalisé en France, en fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tes origines. On va désormais basculer sur la deuxième partie de cet épisode où nous allons évoquer du coup ton orientation sexuelle. Alors, donc tu te définis comme pansexuel. Est-ce que tu peux expliquer ce terme à nos auditrices et nos auditeurs?
pour moi en tout cas, la pansexualité, c'est l'idée d'être attiré euh, par les individus en dehors de leur genre ou de leur sexe, etc. C'est vraiment juste être attiré par un individu pour ce que l'individu est en fait. Ouais. Et tu as découvert comment ta pansexualité? Est-ce qu'il y a il y a eu plusieurs étapes? Est-ce que, par exemple, tu t'es d'abord sentie hétéro, puis bi, et enfin pan, ou est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi? Euh, En fait, bah, du coup, avec l'idée de métissage, etc., donc ma maman m'a toujours dit il faut aimer tout le monde sans réfléchir à qui est la personne en face de toi. Il faut être gentil avec tout le monde, mais en plus de ça, il faut aimer tout le monde. Ne fais pas de différence parce que par rapport à un physique ou à quoi que ce soit. Je pense que je l'ai un peu trop pris au pied de la lettre et que j'ai vraiment commencé à aimer tout le monde. Ouais. Et non, et c'est vrai que en fait, j'ai toujours, par exemple, je parle par exemple pour tout ce qui est les femmes en tout cas, j'ai toujours été attirée par des femmes depuis toute petite et je me suis jamais dit à un moment ah mince, il y a un problème. En fait, ça me paraissait tout à fait normal d'aimer tout le monde en fait et d'être attirée par n'importe quelle personne sans réfléchir à ah non, c'est un garçon, ah non, c'est une fille, ah non, machin. Non, c'était vraiment juste j'aime les personnes et c'est tout. Oui, donc il n'y a pas eu vraiment un moment où tu t'es dit, enfin ça a toujours été comme ça, tu t'es jamais vraiment posé la question en fait. Ouais, mais j'ai grandi dans un environnement où j'avais des personnes de la communauté LGBTQ+, dans ma famille en fait. Ouais. Et du coup, moi dans ma tête, j'ai jamais eu l'idée de on est hétéro et on devient quelque chose. Enfin, pour moi, c'était juste tout le monde aime tout le monde. Oui, je vois. Et, euh, et non, je me suis jamais dit à un moment dans ma vie, ah, je suis hétéro, ah, là, je passe machin, ah, oui, là, si. Non, genre, non, ça a toujours été, j'aime tout le monde. Et la seule différence, c'était qu'à un moment, je me suis vraiment dit, ah, bah, j'entends parler du terme bisexuel, etc. Je pense que c'est ce que je suis parce qu'en fait, je m'identifie pas aux autres choses. Et après, en lisant et en me renseignant un peu plus sur la bisexualité, en fait, la pansexualité, c'est une branche. En fait, la bistolie, c'est un parapluie oui. qui est énorme et la pansexualité, ça fait partie de ce parapluie-là, on va dire ça comme ça. Et en lisant cette définition-là, je me suis reconnue dedans. Et c'est comme ça que j'ai un peu, entre guillemets, décidé que j'étais pansexuelle, mais je me suis jamais dit à un moment dans ma vie que j'étais hétéro et que je vois. Et est-ce que t'as fait un coming out du coup auprès de tes proches ou c'est quelque chose qui a toujours été naturel et ça a toujours été naturel parce que je me suis jamais vraiment posé la question sur ma sexualité en fait. J'ai pas eu ce moment-là de doute à me dire ah ok, je pense qu'il y a un problème, je pense que je suis pas comme les autres, etc. Oui. J'ai jamais ressenti ce moment-là, ce moment de questionnement et de doute. Ça a toujours été clair pour moi. Après, faire un coming out, personnellement, je suis pas du tout pour l'idée du coming out parce que pour moi, ça amène cette idée de quelque chose d'anormal en fait. Oui, tout à fait. Devoir annoncer aux autres, bon bah en fait, voilà. Moi voilà, bah non, je trouve que en fait on devrait juste présenter la personne qu'on aime à notre entourage et c'est tout. Tout à fait, c'est très vrai. Et il y a une autre question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que ta pansexualité c'est plus du coup un sentiment, le fait de se sentir attiré par tous les genres, ou est-ce que tu as déjà toi eu des relations avec des personnes du même genre que toi, ou des personnes transgenres par exemple, ou pas pour l'instant ou... J'ai déjà eu des relations avec des personnes du même sexe que moi. C'est d'ailleurs les premières relations sexuelles que j'ai eues de ma vie. Ouais. Après, des personnes transgenres, transidentitaires, non en tout cas. Et, et voilà. Ouais. Est-ce que c'est un sentiment, est-ce que c'est quelque chose que je ressens oui, en soi, je le ressens parce que quand je me balade dans la rue, tout le monde m'attire. C'est un peu exagéré, mais je me trouvais, par exemple, là dans le bus pour venir, il y avait une fille super belle dans le bus et j'étais en mode waouh, mais elle est trop belle. Oui, je vois. Tu vois la beauté partout en fait. Oui, c'est ça. Parce que au final, tu as vraiment été élevée comme ça, dans un environnement super propice à la tolérance
Et voilà, c'est pour ça aussi que tu es aussi tolérante et ouverte d'esprit aujourd'hui. Et est-ce que tu as déjà été victime d'homophobie ou pas? Peut-être c'était pas. J'en ai été victime, mais c'était pas quelque chose de violent. Ça a été un moment. J'allais prendre le tramway et j'étais avec une fille avec qui je commençais un petit peu, voilà, avoir une petite relation, etc. Et on s'est embrassés. Et moi, du coup, je suis montée dans le tramway et elle rentrait chez elle, enfin à pied, etc. Enfin à pied. Et donc on s'embrasse, les tramways arrivent et je pense que tous les gens du tramway ont regardé par la fenêtre, comme une personne normale, comme n'importe qui, ils regardent par la fenêtre pour voir ce qui se passe autour de soi, quoi. Et on s'est embrassés, je suis montée dans le tramway et là j'ai droit à des regards, mais que j'avais jamais eu dans ma vie en fait, de personnes qui me fixaient, mais en se disant, mais de dégoût en fait, de dégoût et de tourner la tête, genre waouh, non mais c'est n'importe quoi, etc. Et à côté de ça, j'avais un monsieur qui me regardait en souriant, mais avec un sourire jusqu'aux oreilles, à se dire waouh, c'est trop bien. Et j'étais trop mélangée dans ce truc-là de. Il y a une dame à côté de moi qui me regarde vraiment hyper noire en se disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait en fait. Et ça a été, oui, enfin. Ouais, c'était pas des mots, mais c'était vraiment les regards qui ont été posés. C'est ça, c'était pas de la violence vraiment dite comme par exemple le racisme que j'ai pu vivre, mais c'était vraiment des regards qui étaient hyper insistants et où vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je vois. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la place des LGBTQ+ dans la société et notamment du coup des personnes pansexuelles? C'est une position qu'on considère vraiment minoritaire. Je trouve que tout ce qui est droit par exemple pour la PMA, etc., il a fallu des discussions et des années pour quelque chose qui pour moi me paraît évident. Je trouve que, par exemple, pour moi, l'idée d'avoir une manifestation qui s'appelle la Manif pour tous, pour moi c'est pas du tout normal. Ça prouve encore plus que la communauté LGBTQ+, on est vraiment stigmatisé, on est vraiment oppressé, on subit quand même une grosse forme d'oppression, il y a quand même des gens qui manifestent contre nous. Oui, c'est vrai que c'est vraiment grave d'arriver à des points comme ça. Oui, c'est quand même fou. Donc ouais, du coup, la place dans la société, c'est pas ouf, hein. Ça pourrait être mieux. Et du coup, toi, comment est-ce que tu milites justement aujourd'hui? C'est quoi ta façon de militer pour une meilleure intégration de cette communauté dans notre société? J'avoue que honnêtement, à ma place, je ne milite pas tant que ça, dans le sens où pour moi, après je pense que c'est aussi l'environnement dans lequel je vis. Je vis dans un environnement où c'est normal en fait, de faire partie de cette communauté-là, et que en fait pour moi c'est juste on est là, on existe, on est là, on existe, on est autour de vous et c'est tout. On est là quoi. Après je vais manifester quand il le faut. Oui. Je participe à la Pride et j'ai aucun souci à avoir ces discussions-là avec des amis, etc. et d'en parler. Et je pense que ma manière de militer à moi, c'est vraiment de discuter avec les autres, en fait, de leur dire, bah voilà, en fait, on est là, on est autour de vous et ça se passe très bien. Et personne n'avait jamais rien remarqué avant ou rien dit, donc ça change rien. On vous fait pas de mal, à l'inverse de vous. Voilà. On est juste des gens normaux qui allons en cours, qui faisons notre vie et c'est tout, quoi. Et on veut juste avoir notre place dans la société comme tout le monde, avoir le droit de se marier, avoir le droit d'avoir des enfants et c'est tout. Et en tant que femme, métisse, pansexuelle, comment tu te sens accueillie par notre société actuelle? Dernièrement, pas très bien. Avec toute l'actualité, tout ce qui se passe, pas très bien. Je vais pas mentir que les élections présidentielles, les dernières qu'il y a eu, ça a été très très dur. Parce que quand on se rend compte déjà qu'aux États-Unis, qui est une des grosses puissances mondiales, c'est Trump qui est président, on se dit ok, j'ai vraiment rien à faire sur cette planète. Et ensuite,
en France, quand on voit Marine Le Pen, et tout simplement la famille Le Pen et le Rassemblement national qui a le droit d'avoir sa place à la télé, qui a le droit de parler et de s'exprimer ouvertement, publiquement, non, je trouve pas ça normal du tout et ça me donne pas. Enfin, ça. Du coup, on se sent vraiment pas à sa place. Enfin, on a vraiment cette idée de bah non, j'ai rien à faire là en fait. Enfin, je comprends pas. Alors qu'en fait, c'est eux qui n'ont pas leur place là et c'est eux qui en ont rien à faire justement devant tous ces médias. Et au début, enfin, c'est difficile, je pense. Je pense que c'était difficile aussi pour les personnes qui essayaient de se trouver en fait, de se rendre compte qu'en allumant la télé, bah, on se prend des propos racistes comme ça gratuitement, qu'on se prend des remarques homophobes comme ça aussi gratuitement. Et je pense qu'au début, ça devait vraiment être dur pour une personne qui essaie de se trouver, qui n'a pas encore vraiment son identité, enfin moi, maintenant où j'en suis dans ma vie, je sais qui je suis, enfin, je suis fière de ce que je suis et de tout mon parcours et tout ce que j'ai vécu. Et je pense que on n'est pas forcément bien accueillis par la société et que bah, c'est pas forcément facile pour les gens qui essaient de se trouver en ce moment. Et du coup, quels sont tes combats pour l'avenir, tes projets Est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu vois pour ton futur Ce que je vois pour mon futur, là, en tout cas moi, c'est plus au niveau de mon frère et de ma soeur. Je peux pas les surprotéger. Je sais qu'ils vivront du racisme. Je sais que mon frère en a déjà vécu. Je sais que, enfin voilà, qu'ils vivront des choses difficiles, mais au moins être là pour eux. Après, en tant que grande sœur, c'est vraiment genre mon rôle premier. Enfin, enfin, du coup, mon futur est vraiment plus basé sur eux, sur bah, ma famille, protéger au maximum mon frère et ma soeur. Et après, d'autres projets, continuer à aller manifester pour essayer de faire changer les choses, parce que c'est pas en restant assis chez soi que ça va changer. Exactement. Essayer vraiment de faire changer les mentalités. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut toucher tellement de gens avec un message, une story, un tweet. On peut vraiment toucher beaucoup, beaucoup de monde et je pense vraiment continuer à libérer la parole, à discuter, à échanger et à faire ça calmement pour montrer que tout peut bien se passer et que bah, une société, si elle évolue plus, bah, elle meurt et donc il faut des évolutions et ça fait partie des évolutions qu'on veut en fait mettre en place. Exactement. Et quels seraient tes conseils pour une personne victime de racisme et ou d'homophobie Déjà en parler. En parler vraiment. Enfin, ne pas garder ça pour soi et ne pas se renfermer parce que du coup c'est là où ça prend l'esprit et qu'on se dit ok c'est moi qui suis pas normale. Non, c'est ces gens-là qui sont pas normaux. Enfin, ouais. En tout cas qui ont un souci. En parler, ne pas hésiter à aller porter plainte parce que même si c'est long, même si des fois on ne nous prend pas en compte, etc. Ouais, vraiment ne pas hésiter à aller porter plainte parce que la justice est faite aussi pour nous protéger en fait. Donc il faut en parler, il faut échanger et, euh, et vraiment essayer de pas se laisser envahir par cette rage et par cette colère, de pas devenir violent à cause de ça. Vraiment juste de se dire que c'était un événement, ok, hyper. C'était vraiment de la violence qu'on s'est pris, c'est un gros événement, c'est quelque chose qui va nous marquer, mais s'en relever plus fort et se dire bah non, il faut que je fasse quelque chose pour faire changer les choses et pas violemment, que je le fasse calmement parce que faut pas devenir ce que ces gens-là sont. Oui, exactement. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditeurs? Mais vraiment, n'ayez pas peur d'être vous-même. En fait, votre personnalité, ce que vous êtes, en fait, ce qui vous définit, ça vous appartient, c'est à vous. Et faut vraiment pas avoir peur de parler, de se faire entendre. Il faut pas avoir peur de se lever pour ses convictions et, et d'accepter, d'assumer ce qu'on est. Même si on est dans une situation où on va nous demander de changer ou je sais pas, d'être un peu moins extravagant, non, restez vous-même. Vraiment, juste soyez vous. Et qu'il y a toujours du positif derrière. Il y a toujours. Ça va bien se passer. Il y a toujours du positif derrière.
que chaque situation, vous pouvez la tourner en positif et que ça peut vraiment vous aider à avancer. Et vraiment, soyez gentils avec tout le monde. Ok, merci beaucoup Marwani d'avoir accepté de te confier ici. Je trouve personnellement qu'être issue d'un métissage procure une immense richesse de culture et d'ouverture sur le monde et tu en es d'ailleurs un très bon exemple. Quant à la pansexualité, elle reste une orientation sexuelle assez méconnue, notamment chez les générations de nos parents. Je te remercie d'avoir bien voulu en parler ici afin qu'elle soit mieux connue de tous. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ton existence à venir et beaucoup de réussite. Merci encore Marwani pour ta sincérité. Merci. Si vous aussi vous êtes métisse et que vous êtes victime de discrimination et de racisme, ne restez pas seul. De nombreuses associations existent pour vous aider. En cas d'agression raciste, vous pouvez faire appel à SOS Racisme. Si vous êtes victime de discrimination due à vos origines et d'exclusion sociale au travail ou dans la vie de tous les jours, vous pouvez contacter l'association Tissé Métis. Le MRAP, donc Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, organise régulièrement des actions pour sensibiliser sur la différence et la diversité. Il est très engagé notamment dans la défense de nombreux droits humains. Si vous êtes pansexuel et que vous êtes confronté à des réactions hostiles de la part de vos proches, vous pouvez faire appel à l'association Le Refuge qui peut accueillir des personnes LGBTQ+, rejetées par leur entourage. En cas d'agression ou remarque homophobe, faites appel à SOS Homophobie. Gardez bien à l'esprit que le racisme et l'homophobie sont à bannir de notre société. Vos origines ou votre orientation sexuelle ne doivent jamais servir d'excuse à une discrimination d'embauche, une discrimination de logement, de violence policière ou civile. Le métissage est justement l'exemple parfait de la beauté du mélange et de la richesse des origines mixtes. Le respect et la tolérance sont l'affaire de chacun, alors je compte sur vous pour vous éduquer votre entourage et propager de l'amour. N'oubliez pas, se taire, c'est tolérer. Les haineux font beaucoup de bruit, alors faites entendre vos voix plus fort qu'eux et écrivons ensemble l'avenir coloré de notre monde. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à 2 nouvelles personnes après chaque épisode, pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il s'y passe beaucoup de choses entre 2 épisodes. Et n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side.